oui, je m'appelle Romain Borelli, je suis professeur documentaliste et co-responsable du défi des quatrièmes, puisque c'est à ce titre que vous venez me rencontrer. J'organise le défi des quatrièmes depuis une vingtaine d'années maintenant, avec Monsieur Gillet, professeur de PS, puisque nous travaillons en binôme tous les deux. Un rôle d'organisateur, de planificateur, d'encadrant aussi sur place, et de relais pour toute l'équipe qui accompagne les élèves. J'essaye d'être celui qui, avant, va pouvoir tout organiser et planifier de façon à ce que quand on passe les 4 journées du défi sur le site où on va, tout puisse fonctionner pour le mieux, et j'essaie d'être le plus présent possible pour répondre aux demandes des élèves et puis des accompagnateurs. C'est-à-dire à peu près, bon an mal an, entre 165 et 170 élèves chaque année, et au minimum une vingtaine d'accompagnateurs. Mais il y a des années, on a pu aller jusqu'à 25 accompagnateurs. Non, alors moi je ne suis pas le créateur du défi ni Monsieur Gillet. En fait, le défi des quatrièmes a été créé sur l'idée d'un ancien professeur de PS de l'école qui s'appelait Marc Laburte. Monsieur Laburte était quelqu'un qui adorait organiser, planifier, créer de nouvelles choses. Il avait sans cesse des nouvelles idées. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui était très très sympathique et très dynamique. Il ne restait pas longtemps à l'école parce qu'en fait, Monsieur Laburte, après, il a passé le concours de chef d'établissement et il est devenu principal et proviseur de collège et de lycée. Et il a créé le défi des quatrièmes. Et en fait, les 3 premières années, c'était Monsieur Laburte qui était le responsable du défi. Et les 2 premières années, nous le faisions sur une seule journée. Une fois dans la forêt de Fontainebleau et une autre fois dans une forêt à Damary-en-Lys, je crois, en Seine-et-Marne. Et au départ, même si le défi tel qu'il a été créé par Monsieur Laburte est très proche de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée était que des élèves de 4e se rencontrent autour de défis. Alors essentiellement à l'époque c'était des défis sportifs, mais Monsieur Laburte avait déjà étendu l'idée puisqu'il y avait des défis sportifs, il y avait quelques défis représentant des matières, voilà. Et Monsieur Laburte ensuite a trouvé, grâce à un relais à l'école qui était le CPE du petit collège de l'époque, le lieu où on est allé pendant 20 ans, le domaine de Chalès en Sologne, à 200 km de Paris, un peu en dessous d'Orléans. Et la dernière année du défi de Monsieur Laburte, donc nous sommes allés là-bas et nous avons fait un défi sur 2 jours. Et moi, dès le début, en fait, j'ai aidé Monsieur Laburte dans cette organisation, si bien que quand il est parti, il m'a demandé si je voulais prendre la suite. Et Monsieur Gillet, qui était aussi le professeur de PS à l'époque et qui s'occupait un petit peu du défi avec Monsieur Laburte, on s'est mis à fonctionner en binôme tout de suite. Alors après, effectivement, Monsieur Laburte est revenu nous revoir au domaine de Chalès il y a quelques années. Même s'il a reconnu un peu son bébé, il nous a dit « Oh là là, vous l'avez sacrément transformé ». Alors, le défi 2021, il est particulier parce que pour la première fois dans l'histoire du défi, il s'est tenu à l'école. Il fait suite au défi 2020 qui n'a pas existé. Vous êtes bien placé pour le savoir, malheureusement. Et 2021, pandémie oblige, nous avions comme possibilité de le faire soit à l'école ou de ne pas le faire. Donc évidemment, pour ne pas frustrer les élèves et même les encadrants, on a opté pour une organisation à l'école. Voilà. Je vous avouerai que c'était au départ, on est parti un petit peu dans l'inconnu. Mais... en fait, on a... même si les accompagnateurs du défi changent chaque année, il y a des personnes nouvelles qui arrivent chaque année et d'autres qui ne viennent pas accompagner. On a une constante quand même, c'est qu'on peut, et ça c'est très précieux pour Monsieur Gillet et moi-même, on peut s'appuyer sur un noyau dur. Noyau dur, c'est-à-dire on a des accompagnateurs, des encadrants, ce sont des professeurs essentiellement, qui depuis toutes ces années qu'ils organisent le défi, savent exactement quel est leur rôle et ce qu'ils doivent faire. Je pense par exemple à Monsieur Sac, qui organise le défi de théâtre, le défi musique, qui a fait pendant longtemps le défi français,
mais qui peut aussi faire des défis sportifs. Je pense à Monsieur Perrin qui va s'occuper de la photographie, du cinéma. Je pense à des collègues, à Monsieur Barbier qui n'était pas là cette année parce que le vendredi il ne pouvait pas être là et donc il n'a pas pu encadrer l'épreuve de maths. Mais Monsieur Barbier avait préparé tout en amont. Donc l'épreuve de maths elle était prête avec les corrections, etc. Monsieur Labarère qui maintenant fait plusieurs années qu'il vient. Monsieur De Touris qui n'était pas là cette année mais qui avait passé le relais à ses collègues de physique. Donc en fait, on a tout un panel de collègues qui sont prêts. À partir du moment où on leur dit on y va, voilà, non seulement les épreuves peuvent être faites très rapidement et en plus ils savent exactement. Et puis évidemment, et avant tout, je pense à l'équipe de PS, les 6 professeurs de PS qui viennent au défi, qui sont les piliers du défi. Et maintenant, les 6 de l'équipe de PS, ça fait des années qu'ils sont là, à l'école, et ça repose quand même en grande partie sur eux. Et eux, ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire, hein, que ce soit Monsieur Gillet, que ce soit Monsieur Fachena, Monsieur Zerbib, Monsieur Delgado, ou Madame Voudnassos ou Madame Le Gall. Elle fait des années qu'elles encadrent le défi, donc ça parfaitement. Je veux dire, je leur dirais, on doit faire un défi la semaine prochaine. Je pense qu'on pourrait être capable de le faire très rapidement. Chacun connaît exactement sa mission. Et c'est hyper précieux de pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont non seulement professionnels, réactifs et qui savent où ils vont. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on était un petit peu dans l'expectative. J'ai trouvé que les professeurs, les collègues, j'avais aucun doute. Je sais que de toute façon, ils feraient le boulot. Et voilà, on a des collègues toujours très engagés, évidemment très compétents et qui font toujours ça avec beaucoup d'enthousiasme. Les élèves, je ne savais pas trop s'ils allaient jouer le jeu parce que quand on part au défi des 4e, bon, il y a l'aspect épreuve, etc., rencontre sportive, mais c'est aussi une vie en communauté pendant 4 jours. En plus le centre où on allait est quand même un endroit très beau, donc très agréable, où les élèves se sentent, où il n'y a rien autour, à part de la forêt, donc ils se sentent un peu seuls au monde. Il y a cette émulation qui se crée, et puis il y a les soirées, il y a le fait de vivre en collectivité, de dormir dans les dortoirs, etc. Donc ça, c'était la grande inconnue. Je sais que ça a été frustrant pour les élèves, mais ma grande satisfaction, c'est qu'ils se sont mis dans le bain très rapidement. Et dès le mardi matin à 11h, ils étaient déjà, je le vois. Moi, mon baromètre, c'est quand je vois des élèves qui viennent me voir en me disant « Est-ce qu'on peut avoir les résultats du défi basket ? Est-ce que le foot fils est arrivé ? Ah oui, mais il y a un tel qui dit que ça s'est pas bien passé avec les 4e un tel dans telle discipline, etc. » Ouais, bon, voilà. Ça peut être casse-pied, ça me fatigue parfois, mais ça veut dire que le défi marche. Parce que les élèves s'impliquent. Donc ouais, en fait, je suis assez content. Même si le gros bémol, et je le sais parce que ça a été une blague avec Monsieur Parent, avec Monsieur de Panafieux, qui m'ont dit bah, c'est super Monsieur Borelli, ça vous avez montré que le défi ça marche à l'école, donc on va le faire. Ils rigolaient hein, évidemment, on peut le faire à l'école, et ils savent très bien que ça m'horripile, parce que non, on va pas le faire à l'école. Non, ça je peux vous le dire, et avec certitude, le défi des 4e s'est fait à l'école parce que c'était une exception, et qu'on n'avait pas le choix, mais c'était un voyage. Et qui dit voyage dit sortir du cadre de l'école. Alors après, je vais vous expliquer, j'ai d'autres contraintes, mais je peux vous en parler tout de suite si vous voulez. Et en fait, le problème, c'est que le centre de Chalès où nous allions malheureusement depuis plus de 20 ans, n'a pas survécu à la crise du Covid. Et on a appris une semaine avant le défi qu'ils ont fermé le centre, qu'ils ont licencié les 22 personnes que nous connaissions depuis d'abord. J'ai d'abord une pensée pour ces personnes-là, parce que c'est un centre qui est dans un petit village en Sologne et qui faisait vivre une grande partie des gens sur place. Et ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain licenciés. Le centre a fermé ses portes et vraisemblablement il ne rouvrira pas tel que nous le connaissions, s'il rouvre un jour. Donc l'entreprise avec laquelle nous travaillons pour ce centre, qui est à Paris, qui s'appelle Cap Monde, m'a signifié qu'on ne peut plus compter sur le centre. Donc là, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de prospecter pour trouver un nouveau lieu pour le défi des 4e l'année prochaine. Et c'est pas simple, parce que on a des contraintes importantes, nous. C'est-à-dire que c'est un petit cirque, hein, c'est un barnum en fait. Quand on part au défi, on emmène 170 élèves, une vingtaine. On est presque une équipe de 200 à descendre. Descendre ou monter, peu importe où on va, mais et le défi, comme vous l'avez pu le voir, c'est des épreuves sportives, des épreuves intellectuelles, des épreuves artistiques. Donc nous, il nous faut sur place évidemment de quoi dormir pour 200 personnes, de quoi manger pour 200 personnes, mais il nous faut des infrastructures sportives, il nous faut des infrastructures avec des salles de cours, il nous faut une salle de spectacle. C'est pas simple, mais bon, on va trouver. J'ai déjà des propositions. Je ne peux pas m'avancer.
j'anticipe une question que vous me poserez, je ne peux pas vous donner le scoop de vous dire où se tiendra le défi des 4e l'année prochaine, parce que je me ferai gronder par mon directeur. Mais on a plusieurs pistes brûlantes, dans des endroits ultra sympas. Ah, l'ignoble coupe du défi, telle que je la qualifie, elle vient du fait que très rapide. On avait d'abord un premier trophée qui était en verre, travaillé sur un socle, qu'on a gardé pendant plusieurs années. Pareil, on le remettait à l'équipe qui avait gagné, puis elle nous le redonnait après, attendait. Et puis une fois, un collègue m'a dit, mais ton trophée là, on dirait. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que le trophée, on aurait dit le sigle du Front National. C'était quasiment la flamme du Front National. Je m'en étais jamais rendu compte. Et bon, loin de moi l'idée de faire de la politique, etc. Vous savez qu'on a un devoir de réserve, etc. Mais je ne pouvais pas avoir un objet avec une connotation politique, quelle qu'elle soit. Ce collègue m'aurait dit c'est la rose du Parti Socialiste ou l'emblème des Républicains. Il aurait fallu que nous l'enlevions aussi. Bon. Donc du coup, on a contacté une entreprise qui fabrique dont le métier est de faire des objets de récompense pour les événements. Et moi, je voulais la coupe la plus grosse possible et la plus tape à l'œil possible et on va dire la plus ignoble possible. Et donc, on a eu cette coupe qui est certes pas la plus belle, mais qui s'identifie bien au défi. Voilà, on sait que c'est la coupe du défi et qui a une vraie histoire, mais ça non plus, je ne peux pas vous dire tout ce qui a pu se passer avec cette coupe. Bref, je vous rappelle qu'on est un établissement scolaire et que l'alcool est interdit pour les élèves et pour les professeurs. Alors je serai corporatiste, je vous répondrai l'épreuve d'histoire. C'est pas forcément... Si, je sais. Enfin, c'est préféré, non. Mais il y a 2 épreuves pour lesquelles j'ai un peu une tendresse particulière. Parce que, alors, j'adore les épreuves artistiques. Parce que je sais que ça représente énormément de travail. En plus, cette année, on l'a un peu vécu dans le théâtre. C'était particulier parce qu'on a pu faire à la suite la danse, la musique, le théâtre. Mais habituellement, quand on va à l'extérieur, il y a une soirée à la danse, consacrée à la danse, une soirée consacrée à la musique, une soirée consacrée au théâtre. Enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mais voilà. Ça crée une espèce d'émulation. Donc ces épreuves artistiques sont toujours... on est le soir, en fin de journée, il y a une tension, et puis c'est une épreuve qui de tout temps... Ce sont des épreuves qui de tout temps au défi ont prêté lieu à la discussion, au débat, et parfois même à des débats très sévères, parce que c'est des épreuves artistiques. Donc le jury qui est là, les professeurs qui encadrent et qui évaluent tous ces épreuves-là, c'est du ressenti, c'est pas forcément des critères. Au joueur, au foot, vous gagnez ou vous perdez. Au basket, c'est pareil, vous avez marqué des points en plus que l'adversaire. Là, moi, quand je regarde une prestation de danse, je peux être très sensible à cette prestation-là, mais mon collègue à côté peut la trouver pas du tout sensible à cette prestation-là, et on va avoir un classement très différent. Donc de tout temps, depuis 20 ans, le soir, quand j'annonce les résultats des différents défis artistiques, ce sont des psychodrames. A fortiori, quand après les élèves se retrouvent dans les dortoirs, etc. Mais tel professeur a avantagé sa classe de temps, tel professeur a avantagé son... Mais c'est pas possible, rendez compte... Bref, vous voyez, donc c'est tout ce petit contexte autour de ça fait que j'adore ces épreuves-là, puis bon, c'est ma sensibilité, j'aime voilà, tout ce qui est proche de l'art. Et autre épreuve pour laquelle j'ai toujours un regard que j'aime assez, c'est l'épreuve de football filles. Le foot filles, d'ailleurs pendant très longtemps je l'ai arbitré avec mes collègues professeurs de sport, parce que bon, j'adore le football, mais le foot garçon m'agace parfois à l'épreuve, parce que les garçons jouent comme s'ils jouaient à la Coupe du Monde. Et c'est toujours l'épreuve sur laquelle on a eu toujours des soucis d'arbitrage, de devoir sévir parfois, parce que ce tournoi de foot garçon prend des proportions totalement disproportionnées, avec un état d'esprit qui est parfois un petit peu limite. Alors que les filles, elles prennent ça avec beaucoup plus de détachement. Et de plus en plus de filles jouent au foot, et bien, et a fortiori, ça se fait avec moins d'agressivité quand même que chez les garçons, et donc il y a un côté plus technique, et voilà, donc j'adore. Quand je vais au défi, je ne parle pas de l'épisode de cette année à l'école qui est un peu particulier. Quand on part au défi, on part avec Monsieur Giet et un ou deux avec Monsieur Giet, Monsieur Perrin et une autre collègue aussi souvent, la veille. Le lundi après-midi, on
part avec notre matériel, on loue une camionnette et on part en Sologne pour pouvoir installer tout le centre. Voilà, donc on passe l'après-midi du lundi à préparer ça. Le soir, on dîne ensemble. Et moi, mon moment préféré du défi, c'est le mardi matin, quand j'ai reçu le coup de téléphone disant que les cars sont bien partis depuis X temps de Paris et que nous sommes à l'entrée du centre avec Monsieur Jillet et que nous attendons l'arrivée des premiers cars. Il est 10h moins 5 à peu près et arrivent les premiers cars et là, le défi commence. Ce petit moment qui précède, où il y a encore dans le centre un calme absolu. On entend les oiseaux, on est en pleine campagne. Les personnes du centre n'est pas forcément encore arrivée dans sa totalité. Une espèce de quiétude absolue avec des très belles lumières, des odeurs, etc. Et puis là, arrive, en un seul coup, on bascule, 4 cars, 200 personnes. Et vous savez, en même temps, vous êtes dans l'excitation de l'événement et vous savez que vous allez passer 4 jours à la fois très sympas, mais très fatigants. Et on bascule d'une quiétude totale à une espèce de surexcitation générale qui ne retombera que quand on revient à Paris le vendredi soir. Donc ce petit laps de temps qui précède. J'ai pas de préférence. À chaque fois, j'ai trouvé beaucoup de joie à le faire, etc. Il y a eu 2-3 années, par contre, avec des promos dont je ne me souviendrai pas l'année ni le nom des élèves qui composaient ces promos, peut-être certains, mais peu importe, où on a eu des difficultés parce que ce ne se sont pas bien comportés. Et où on est reparti du défi. Une année notamment où on s'est interrogé sur la pérennité du voyage. Je veux dire, on a eu un débat avec la direction après qui était justifié, fondé, en se demandant est-ce qu'on va maintenir le défi des 4e parce que les élèves avaient eu un comportement totalement déplacé et où il avait fallu, au retour du défi, faire 8 conseils de discipline. Donc, on n'avait vraiment pas apprécié. Et on s'était dit, on ne fait pas ça pour devoir gérer ces problèmes de discipline-là. C'est ce que je dis toujours aux élèves quand on arrive dans le centre au départ. Ce qu'on dit bien avec Monsieur Jillet, c'est que nous, c'est beaucoup de travail en amont, c'est un investissement total de plus de 20 d'accompagnateurs et c'est pour passer 4 bonnes journées pour les élèves. Donc on ne devrait pas avoir à gérer des problèmes de discipline. Ça, c'est... Si, je crois que c'est peut-être l'événement qui m'a le plus marqué au défi. Ça remonte à beaucoup de temps, c'est il y a plus de 15 ans. Alors vous savez, l'épreuve traditionnelle de danse, 98% des candidats à la danse sont des candidates. C'est comme ça. C'est rarissime. Il y a des années où il n'y a pas un seul garçon. Il y a des années où parfois vous trouvez dans un groupe classe 4-5 filles qui dansent et un garçon. Mais le fait est, c'est qu'il y a 98% ou 99%, ce sont des filles. Et une année, dans une classe, 5 garçons ont représenté leur classe. Il n'y avait pas une seule fille dans le groupe. Et les 5 garçons qui étaient extrêmement doués, mais qui n'étaient pas des danseurs, sont arrivés sur scène dans des justes au corps body fluo. Ont dansé sur une chorégraphie absolument improbable, mais une parodie sur une musique de électronique allemande, rock, enfin c'était un truc, du hard rock allemand, imaginez. On va pouvoir qualifier ça comme ça. Des garçons en body fluo dansant sur du hard rock allemand, mais ne faisant pas n'importe quoi. Ils avaient travaillé une chorégraphie qui se voulait être une parodie de plein de danses différentes, avec des portées, des espèces de jetés, etc. En finissant dans un final absolument incroyable où les plus costauds des garçons portaient les autres garçons un peu plus chétifs, qui jetaient des confettis au public, etc. Et avec la salle debout, ils avaient mis le théâtre dans un état, y compris les accompagnateurs qui les ovationnaient debout. Et c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et alors si vous me posez la question suivante, ils n'ont pas gagné l'épreuve de danse. Parce qu'il y avait un autre groupe, composé de filles, je crois, qui étaient des professionnels quasi de la danse, qui avaient fait un truc quasi parfait. Et pour le jury, ça avait été très compliqué parce qu'il y avait d'un côté une prestation qui était parfaite, et de l'autre côté une prestation qui n'était pas parfaite au niveau de la chorégraphie, etc., mais avec une prise de risque incroyable parce qu'il faut se produire quand même devant tous ses camarades quand on est en 4e comme ça et oser faire ce qu'ils avaient fait.
Et le jury les a classés à égalité, les deux. Et on en est très content comme ça. Mais je pense que la vidéo, elle doit exister, mais je sais pas où elle est. Ouais, bah que je regrette profondément que ça me fait vraiment mal au cœur pour cette promo. Euh, que j'aurais aimé, parce que moi j'aimerais que tous les élèves chaque année puissent vivre le défi. Voilà, si ça peut vous consoler, en fait chacun a perdu un voyage. Alors, c'est non sans émotion. Pour la deuxième fois, les 4e 2 sont vainqueurs.